faire le suivi pour diagnostiquer ou prédire l'évolution des pathologies. D'ailleurs, l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus central dans le développement de la médecine de précision, qui est médecine personnalisée. En réalité, l'évolution des choses, comme l'a dit tout à l'heure, au départ, c'était médecine à 4P. C'est une médecine prédictive. Je dois prédire la maladie. Sur quelle base? Avant, on n'avait pas des moyens de diagnostic qui sont forts. Puis il est passé préventif sur ce qu'on faisait dans les programmes de prévention de certaines maladies infectieuses avec la vaccination, avec beaucoup de choses, le diabète, l'hypertension. Traitement personnalisé, on l'a compris comme elle a dit après Obama, parce que 140 000 hospitalisations dues aux effets secondaires des médicaments, on doit adapter le médicament au patient, non le patient au médicament. On fabrique la même molécule pour 8 milliards de la population mondiale, c'est pas bon. Il y a des variations génétiques qui vont donner des effets secondaires. Le problème s'ajoute lorsqu'il y a des effets secondaires d'associations médicamenteuses. Participatif, ça veut dire que le patient doit participer dans la prise de décision. Vous n'êtes pas responsable. Tout à l'heure, on a parlé de la responsabilité médico-légale. Lorsque le patient participe avec vous dans la prise de décision, il a tous les atouts pour prendre une décision, il est responsable avec vous parce qu'il a choisi le traitement. Et bien sûr, pourquoi cette médecine personnalisée? Il a évolué pour évoluer vers 7P. C'est une médecine de parcours et de preuve. Donc, si je propose un traitement, je dois être sûr que c'est un traitement qui est prouvé scientifiquement. Il y a l'evidence-based medicine. C'est une médecine qui respecte le parcours. Donc, qui va orienter le patient vers tel hôpital ou vers tel centre? C'est son médecin traitant. C'est le médecin de la famille. Donc, vous avez un rôle capital pour développer la médecine de précision dans le monde et dans le Maroc et au Maroc. Et c'est une médecine qui est plurielle. Plurielle, ça veut dire pluridisciplinaire. Il y a le médecin de famille, il y a le spécialiste A et B, c'est le neurologue, le radiologue, il y a tout. Et qui est le chef d'orchestre? C'est le médecin de famille. C'est lui qui va orienter le patient vers tel spécialiste, vers tel spécialiste. Il doit coordonner les soins. Il a accès normalement à son dossier. Le dossier médical, quand il sera lancé le mois de juin, donc qui a accès full pour le dossier? C'est l'assurance et le médecin traitant. Le reste, il a un accès séquentiel. Ça veut dire en fonction de son terrain d'exercice. Je ne peux pas mettre des données à caractère très sensible personnel qui sont considérées des données génétiques. C'est des caractères très sensibles qu'il ne faut pas mettre entre les mains de plusieurs personnes. L'exemple, lorsque une assurance a accès à un dossier et il voit qu'il a un risque de diabète, j'ai 40 ans, je n'ai pas de diabète actuellement, elle peut bloquer le crédit. Parce qu'on fait à partir de 40 ans, on peut. Par exemple, il y a des mutations qui prédisposent à des décompensations psychologiques ou psychiatriques. Je peux être exclu d'un poste de responsabilité. Donc quand même, c'est une médecine qui a des biens, mais qui doit être gérée par le médecin personnel ou le médecin de famille. Et bien sûr, c'est une médecine, maintenant avec le développement de la médecine génomique, on a un problème, on ne l'a pas au Maroc, il faut qu'on l'implique. Le fait de travailler avec des gens qui travaillent dans la génétique, la génomique, la bioinformatique, vous avez vu pas mal de mots, c'est des sciences, métabolomiques, nutrigénomiques, transcriptomiques, tout ça. On n'a pas de formation au niveau des facultés de médecine, il faut les intégrer ou au moins les récupérer à travers des formations continues. Donc les 6 principes d'éthique selon l'OMS concernant tout ce qui est santé digitale ou des données, donc il faut protéger l'autonomie de l'être humain, promouvoir son bien-être et la sécurité des personnes, garantir la transparence et l'explicabilité de l'intelligence et l'intelligibilité des IA. Ça veut dire que le médecin il a un rôle dans tout ça, favoriser la responsabilité et la responsabilisation donc, des patients et des médecins, garantir l'inclusion et l'équité et promouvoir une IA réactive et durable. Tout ça, c'est des critères que l'OMS a dictés. Donc, il y a aussi l'IA Act, donc il y a un règlement européen qui permet de réconcilier avec innovation de protection des données. Donc, qu'il faut lire et c'est très intéressant pour qu'on s'aligne ensemble et on se protège. Lorsque j'ai les données des patients chez moi dans mon cabinet, que ça soit sur papier, c'est une responsabilité. Lorsque la secrétaire va jeter le carton et on va trouver les données des personnes, leur adresse, téléphone, dans la poubelle dehors, c'est une responsabilité du médecin qui peut amener en prison. Faites attention. Et lorsque j'ai des données à caractère numérique et qui sont piratées par méconnaissance, par ignorance, que ce soit du médecin, par l'assistante, c'est un danger parce que c'est sous ma responsabilité. Donc, en réalité, il y a
l'intérêt de cette médecine de personnaliser et permet d'identifier surtout les signatures génétiques. Et bien sûr, c'est un exemple comme il a donné tout à l'heure HER2 pour le cancer du sein. On a actuellement des thérapies ciblées avec une réponse qui est très favorable. Vous avez entendu dernièrement cette semaine un traitement qui permet de traiter plus de 15 types de cancers pour le tube digestif. C'est très intéressant. Bien sûr, les domaines d'application, c'est surtout de santé numérique. Si vous avez la télésurveillance de patients, il faut savoir une chose, que vous pouvez traiter et faire une télésurveillance de vos patients à distance. Il faut être outillé, formé et bien sûr sécuriser les données et sécuriser l'accès. Pour ça, vous avez l'obligation de s'inscrire au CNDP avec votre code d'inscription à l'ordre des médecins. Maintenant, il y a une convention en CNDP, c'est la Commission nationale des données à caractère personnel avec le CNOM, où vous pouvez accéder pour s'enregistrer, pour avoir l'autorisation à travers votre inscription de l'ordre des médecins. Donc, il y a une responsabilité qui est engagée de chaque médecin. S'il garde les données, il faut savoir la durée qu'il faut garder ces données, ça veut dire à caractère personnel, et les données à caractère sensible lorsque vous avez un test génétique, par exemple. Bien sûr, le diagnostic digital assisté par ordinateur, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est 14% d'utilisation. Donc, c'est un pourcentage. La télémédecine, maintenant, en période Covid, tout le monde pratiquait de la télémédecine sauvage. Actuellement, c'est bien réglementé. On a enlevé le fait d'avoir quelqu'un d'autre côté, un professionnel de santé. On peut faire de la télémédecine directement entre praticiens et patients directement, sans l'interposition d'un professionnel de santé. Donc, tout ça, c'est des fonctions qu'on pourra utiliser dans l'IA, mais le problème, c'est que la fonction de perception de l'IA par les praticiens, par les malades. Donc, il n'y a pas d'IA sans data. Qui crée les data? C'est les médecins, en prescrivant des bilans. Moi, je vous encourage à faire des formations pour faire des prescriptions pour prédire certaines maladies, comme le diabète, certains types de cancers, pour créer le besoin. C'est très important. Il faut évoluer. D'abord, il faut juste connaître ces tests génétiques, proposer aux patients, après prescrire. Là, vous allez commencer à générer ces datas. Qui a droit à accès à ces datas? C'est le médecin personnel. Donc là, lorsqu'il va détecter, par exemple, qu'il y a un risque, il va adapter son régime, c'est la nutrigénomique, donc c'est le sport, adapté en fonction de son profil génétique, et bien sûr pour retarder l'apparition de la maladie. Ce qu'on appelle les biomarqueurs, on va les voir tout à l'heure. Donc la data, elle est précieuse et dans la qualité et la fiabilité, elle est très importante pour que l'IA va apprendre sur des datas qui sont fiables et qui est structurée et bien faite. Donc les algorithmes de l'IA, comme les réseaux de neurones, c'est un raisonnement, le médecin, c'est la même chose, ils peuvent proposer des diagnostics différenciés selon les caractéristiques spécifiques du patient en s'appuyant sur des bases de données cliniques enrichies. Ça veut dire qu'on apprend des autres cas pour annoncer un diagnostic pour votre cas. Là, c'est un exemple de cancer du sein qu'on a pu regarder sur les mammographies et qu'on ne voyait pas avant. On a trouvé qu'on peut détecter des cancers du sein sur mammographie il y a 5 ans. À l'œil nu, on ne peut pas les voir. Et ça, il y a une science qui s'est développée, ce qu'on appelle la radiomix. La radiomix, ça veut dire que je fais quoi? Je fais un matching entre la mammographie et, la mutation génétique. Et je match entre la mutation, ce que le résultat de la génétique, et le résultat de la génétique et bien sûr la radiologie, que ce soit IRM ou mammographie. On a trouvé qu'il y a une correspondance parce que la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compare entre deux images. Celui-là, il y a une image, un point particulier par rapport à un résultat qui est posé sur le plan génétique. Et la machine qui va vous sortir cette lésion que vous n'avez pas vue, c'est une lésion qui est bizarre et que vous n'avez pas vue il y a 5 ans. Donc, c'est comme ça, ce qu'on appelle la radiomix. Et à travers cette radiomix, on peut, à travers des radios, que ce soit IRM scanner ou radio standard, à prédire l'arrivée d'une pathologie, voire même le cancer, voire même certaines pathologies. Je n'arrive pas à voir présentation. Et généralement, il y a des sciences qui se développent. Donc, le médecin de famille, il doit s'y intéresser et les acquérir pour pouvoir évoluer avec la science. Donc, parce que la médecine n'est pas statique, il augmente d'une façon rapide. Donc, grâce à l'IA, par exemple,
en oncologie qu'on connaît tout le monde. En oncologie, ils sont en avance dans l'utilisation de cette médecine de précision pour adapter. Maintenant, il y a des gens qui développent les oncovaccins. Ça veut dire, je développe un vaccin personnalisé, je ne vais pas utiliser pour l'autre en fonction de votre mutation. Par exemple, les carticelles. Les carticelles, tout le cancer liquide, les leucémies, les lymphomes, on peut les traiter à 100%. Les carticelles, ça coûte hyper cher. Aux États-Unis, 650 000 dollars. En Espagne, c'est arrivé l'année dernière à 89 000 dollars. Ça permet de guérir à 100%. Qu'est-ce qu'on fait? Une biopsie liquide, on prend du sang, c'est la biopsie liquide. On envoie vers la biologie, on cherche la mutation, on prend la mutation, ce qu'on appelle CRISPR-Cas9, ça veut dire on coupe la partie du gène de mutation, on le greffe sur un virus qui s'appelle l'antivirus, qui est le cousin de VIH, du sida, mais qui ne donne pas le sida. On va faire une plasmaphérése, on va récupérer tous les globules blancs, on va faire une contamination de ces globules par ce virus, il va contaminer ces cellules, on va faire une culture cellulaire et on va les perfuser, ça va attaquer directement la cellule tumorale. Dans les 48 heures, il y a une disparition des adénopathies, splénomégalie et hépatomégalie. Donc, avec un choc cytokinique qui est très important, il y a beaucoup de solutions, mais au Maroc, on ne les a pas encore, mais c'est l'avenir. Il faut qu'on sache ça pour proposer à nos patients. Donc, les outils, il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés, par exemple, dans les essais cliniques. Par exemple, il y a des outils qui permettent ici pour recruter les patients. Vous savez très bien, quelqu'un qui a un cancer, qui n'a pas de solution, qui a utilisé la première ligne, deuxième ligne, il n'a plus de solution, il doit chercher une alternative. Il peut rentrer sur ces plateformes d'IA, il peut s'inscrire et il va être rappelé par l'équipe qui mène l'essai clinique. La même chose, il y a des outils d'IA qui font l'essai clinique, le design de l'essai clinique qui est très intéressant. Et bien sûr, comme vous le savez très bien, les essais cliniques, ils évoluent avec le temps. Donc, à peu près 9% des personnes, ils connaissent qu'il y a un essai clinique qui est en cours. Et c'est très important. Maintenant, le Maroc, il y a un texte de loi. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à démarrer parce qu'il y a un problème des textes d'application. Donc, les essais cliniques aux États-Unis, le médecin de famille, il participe dans l'essai clinique en recrutant des patients. Il faut s'intéresser aux essais cliniques. Il faut savoir une chose. Par exemple, si vous avez un dossier complet des données, Pfizer, en 2019, ils sont venus au Maroc, ils nous ont proposé 25 000 dollars pour chaque dossier complet, depuis la clinique jusqu'à la génétique. Imaginez, vous avez 25 000 dollars, 10 patients, c'est 250. Vous pouvez financer même un traitement des patients. Les patients, ils peuvent financer leur traitement à travers les données qu'ils génèrent. C'est des données qui sont anonymisées, mais qui vont offrir, bien sûr, ils vont avoir un retour sur cette offre. Bien sûr, le marché il évolue avec une vitesse incroyable. Donc, vous voyez que le marché de l'intelligence artificielle, il arrive à des milliards, à des billions d'ici 2031. Donc, on n'est qu'au début et le Maroc, il doit s'y mettre. Et bien sûr, les médecins marocains. Donc, c'est une médecine prédictive. Donc, en réalité, c'est une prédiction des maladies, comme on a dit, pour le diabète, l'hypertension et certains cancers. C'est une médecine de précision, donc il faut un traitement personnalisé. C'est l'aide à la décision, comme on a vu tout à l'heure, grâce à des outils qui se basent sur l'IA pour le diagnostic et la thérapeutique. Alors, vous pouvez même, à part le diagnostic, vous pouvez même demander à la machine de me proposer un traitement. Il va vous proposer un traitement en fonction de son profil génétique. Par exemple, il y a des patients chez qui vous prescrivez par exemple de la codéine, il n'y a pas de réponse. D'autres qui répondent très bien. Ça dépend du profil génétique. Avant, quand on a eu le cours de pharmacologie, on parle des acétyleurs lents, rapides et lents. C'est dépassé. Maintenant, il y a certaines mutations où il y a des gens qui font le métabolisme de la codéine de telle façon qu'ils transforment en morphine et qui ont une réponse, d'autres qui ont une résistance. Les robots compagnons, il faut savoir qu'il y a des chatbots pour les gens qui sont en dépression, les gens qui ont besoin d'Alzheimer pour les rappeler. Il faut savoir que ces outils, par exemple, ils peuvent vous rappeler l'heure de prise de médicaments pour les gens qui ont un problème de mémoire. La même chose pour les gens qui ont Alzheimer, on peut les taguer, on peut les traquer. On peut même les écouter, on peut même avoir les paramètres physiologiques, la température, la fréquence cardiaque, est-ce qu'il est vivant ou non lorsqu'il disparaît du domicile. Et on peut même faire la surveillance à distance
Par exemple, quelqu'un qui ne répond pas parce que des hôpitaux, par exemple, en France, qui font un appel téléphonique chaque jour pour voir la personne lorsqu'il vit seul, est-ce qu'il est toujours en vie ou non. On peut faire ça, mais à travers... Donc, c'est le médecin traitant qui fait ça. Donc, il fait le suivi. Par exemple, s'il a 1000 familles, la machine, il va l'aider à suivre 1000 fois 3 personnes par famille, la moyenne, facilement, donc sans avoir une charge de travail qui est énorme. Il sera alerté lorsqu'il y a un problème en fonction de la programmation de la machine. La chirurgie assistée par ordinateur, comme vous voyez actuellement, le Maroc, il fait des progrès. La chirurgie entre Shanghai et Casablanca, entre Casablanca et Lyon, c'est énorme grâce au développement de l'infrastructure, surtout la 5G, qui va démarrer prochainement, Inch'Allah. Et bien sûr, prévention en population générale, avec une anticipation, c'est ça votre rôle, c'est prévenir, bien sûr, et faire le bon diagnostic avec une bonne pharmacovigilance et surtout avoir un logiciel qui permet de gérer les interactions médicamenteuses et les associations morbides qui risquent de donner des complications. La médecine prédictive se base aussi sur le biomarqueur. Les biomarqueurs, c'est quoi? Ça peut être des gènes, ça peut être des protéines, ça peut être des métabolites secondaires. Bonjour. C'est des métabolites secondaires. Donc, et autres, comme j'ai dit, les images aussi. L'image maintenant, c'est un biomarqueur qui permet de diagnostiquer ou prédire l'arrivée de la maladie. Il faut actuellement, par exemple, je vous donne, on prend un prélèvement du sang, on peut chercher des biomarqueurs pour prédire que l'arrivée d'Alzheimer dans 15 ans. Donc là, je dois adapter mon régime, mon hygiène de vie pour éviter l'arrivée de la maladie d'une façon précipitée. Le projet que la France a lancé en 2020, c'est la médecine génomique, parce que la génomique actuellement, elle est pratiquée que par les biologistes, les médecins ne connaissent rien. Il vient de lancer parce que c'est un retard, parce que nous, on suit la France, et la France, elle a pris du retard par rapport aux autres pays. L'exemple, les États-Unis, la Chine. Donc, regardez, en France, c'est le rapport de janvier 2025, presque 35 000 prescriptions. C'est peu par rapport en France. Donc, par rapport en France, qu'elle consomme comme soin, c'est peu. 21 000 patients atteints de maladies rares avec une prédisposition héréditaire cancer ont reçu un compte rendu. Je pense qu'on doit se mettre aussi, développer des programmes en formation initiale, ça veut dire dans les études médicales, en formation continue, pour comprendre c'est quoi cette médecine génomique, c'est très important. Donc, ils éditent chaque 3 mois un rapport sur l'évolution pour voir est-ce que c'est un programme qui marche ou non. Bien sûr, pour les médecines prédictives, donc, on doit voir les métabolites, analyser les datas et surtout valider les biomarqueurs. Par exemple, comment on fait ça? On a une population qui exprime la maladie, on fait des prélèvements, sérum, salive et matière fécale, et on cherche des métabolites, on cherche des sécrétions, des produits biologiques, des protéines, des anticorps. Il y a plusieurs choses qu'on les cherche, et on les classe. Et on regarde, est-ce que c'est fréquent juste sur la population malade, c'est absent chez la population saine? Là, je peux le passer dans l'étude de data analysis pour voir est-ce que ça mérite d'être validé comme un biomarqueur parce qu'il est fréquent que chez la population malade, il est absent chez la population saine. Et ces biomarqueurs, ils sont en pleine évolution. Par exemple, une étude à Curie, ils ont fait le développement, ils ont développé une intelligence artificielle qui permet de diagnostiquer sur 48 tumeurs d'origine inconnue. Donc, ils ont pu reconnaître le type de la tumeur et proposer un traitement spécifique. C'était vraiment une prouesse. Juste avec l'intelligence artificielle, c'était en 2021, juste pendant la période Covid. Donc, je vais conclure par dire que l'intelligence artificielle est un levier essentiel de la médecine de précision. Et la médecine de précision, maintenant, c'est une obligation. C'est une obligation pour développer la pratique médicale. Et le premier responsable et le premier qui doit être au centre et qui doit siffler, c'est le médecin de famille. C'est très important. C'est le médecin de famille qui doit prendre connaissance de tout ce qui se passe dans la recherche scientifique, surtout la médecine génomique, pour pouvoir orienter le patient, pour prédire, pour prévenir, pour coordonner les soins, travailler sur le parcours qui est très important parce que c'est le médecin qui est responsable du parcours du patient parce que tout retard de prise en charge, c'est à sa responsabilité. Donc, il transforme la masse de données individuelles. Vous allez générer des données. Vous devez être capable de gérer ces données, les protéger et bien sûr les utiliser à bon escient
Surtout, même ce que je peux proposer lorsque vous allez commencer à générer, vous pouvez intégrer des équipes de recherche et faire de la recherche avec ce que vous générez, chose qu'on ne fait pas actuellement. Chacun est travaillé dans son petit coin, ce n'est pas bon. Il faut travailler en équipe, il faut travailler en réseau, il faut développer une base de données pour mutualiser les moyens. Moi, à titre personnel, je ne peux pas acheter des logiciels qui coûtent cher, mais en tant que groupe, je peux faire l'acquisition, je peux mutualiser les moyens, sécuriser, parce que la sécurité, ça coûte de l'argent. Pour stocker, ça coûte de l'argent. Avoir juste intérêt sur un hub, un drive ou un cloud, c'est de l'argent. Ce n'est pas moi qui va le supporter. Ça doit être mutualisé et il ne remplace pas le médecin, mais il assiste dans une démarche plus fine. Et bien sûr personnalisé et préventif. Alors, je prends la médecine, le couturier. Quand tu achètes un prêt-porter, c'est moins cher que personnalisé. Personnalisé, c'est de la classe. Je pense qu'on doit augmenter l'importance et surtout pousser les gens à adhérer, et surtout les praticiens, à cette médecine de précision. C'est l'avenir pour améliorer la pratique médicale. Merci beaucoup. Merci, professeur Berissi.